L'une des raisons pour lesquelles nous lecteurs lisons toujours One Piece aujourd'hui, c'est en partie pour les mystères qui y règnent. Le One Piece, le siècle oublié ou même tout ce qui peut entourer Loftel, ou le dernier héros de Poneglyph, nous savons qu'ils seront un jour résolus, et dans cet univers fantastique résident d'autres mystères pour lesquels je ne suis pas aussi sûr, voire même quasiment certain, qu'ils ne seront pas résolus dans l'œuvre, et ça tombe bien, c'est justement le sujet de cette vidéo. Pour commencer cette vidéo, on va parler d'un secret lié à One Piece et à la cité d'or de Shandora. Je parle pour les connaisseurs de la cité d'Émeraude. C'est un lieu qui a été cité au même endroit que les deux lieux du lore de One Piece lors de l'arc Jaya, lorsque les Mugiwara demanderont des indications sur Skypiea. On se moquera d'eux à Mocktown en disant qu'ils sont aussi stupides que les gens qui pensent que le One Piece existe ou que la cité d'Émeraude elle-même existe. Sauf que le souci dans tout ça, c'est que plus on avance dans l'histoire, plus on a des informations sur deux de ces îles, mais toujours aucune information de plus que son nom pour la ville d'Émeraude. Comme elle a l'air d'être en parallèle de la cité d'or, il y a des chances qu'elle puisse habiter un peuple ailé. Mais à ce jour, n'avoir aucune info, même après 25 ans de parution, ça fait douter fortement sur l'existence de cette île, ou plutôt sur le fait qu'Oda veuille l'aborder dans son œuvre. Il faut aussi comprendre qu'il y a plein de choses dont les inspirations de One Piece qui peuvent être reliées à une certaine cité d'Émeraude, comme le magicien d'Oz qui en possède une dans son histoire, et One Piece en est fortement inspiré. Je développerai pas plus que ça car je compte faire une vidéo spéciale sur le sujet, mais par exemple à Wano, Nekomamushi en sous-longue fera un sourire diabolique sur une case totalement noire. Et c'est justement une référence au sourire du félin dans le magicien d'Oz. On a aussi les mystérieuses cités d'or, qui est un dessin animé qui a bercé notre enfance, et qui aborde justement un point essentiel de One Piece, celle de la cité d'Émeraude, du continent de Mu et de l'Atlantide, tout comme ce que fait actuellement Oda avec Mother Flame et le monde qui va plonger sous les eaux. Ensuite, on va parler d'un yokai qui est assez connu dans le monde des théories de One Piece. Je parle bien sûr de l'Umibozu, une sorte d'esprit noir qui apparaît en mer pour noyer ses cibles. Son apparence qui a été décrite est bizarrement similaire à ce que l'on a déjà vu d'Imu, mais dans l'univers de One Piece, il y a une chose qui ressemble beaucoup plus que quiconque à l'Umibozu, et c'est les créatures du triangle de Florian, apparues à la fin de Thriller Bark. Seulement 3 cases ont réussi à marquer les fans et l'œuvre à jamais. Mais malheureusement, on n'aura plus jamais d'autres informations sur ces créatures qui ont des yeux rouges et traînent dans la brume du triangle de Florian. Le souci aujourd'hui, c'est que jusqu'à preuve du contraire, tout comme ce fameux triangle, on n'a aucune information supplémentaire et on se rapproche dangereusement de la fin du manga. Et du moins qu'on le sache, elle n'a pas forcément de lien avec le One Piece ou les siècles oubliés. Et donc à ce jour, il n'y a quasiment pas de choses qui méritent d'être montrées au lecteur. Et il y a même de grandes chances que ça reste un mystère à l'univers à jamais. Pour le mystère suivant, on va parler du personnage de Brook. Pendant toute la partie pré-ellipse, ses pouvoirs ne sont pas très développés. On a un maniement de sabre avec en plus des pouvoirs liés à la musique. Les effets de celle-ci sont par exemple de s'endormir, de sonner ou de faire des mirages. Mais après l'ellipse, en plus de la maîtrise de son âme, jusqu'à pouvoir l'extirper de son corps, il pourra produire de la glace via sa nouvelle arme. Il révélera qu'il a développé son pouvoir en se connectant au royaume des morts. Et ses aptitudes acquises viennent justement de là-bas. Mais le souci dans tout ça, c'est qu'il ne sera pas le seul. Vénus, l'un des 5 doyens, en sera aussi capable. Et ce qui lie ces deux personnages, c'est qu'ils sont tous les deux liés à la mort et au satanisme. Brook, lui, a été invoqué dans une de ces sectes durant l'ellipse, mais du coup, peut-on s'attendre dans One Piece à voir le monde des morts? Eh bien pour moi, je ne pense pas. Peu de fois Oda est allé autant dans l'exotisme. On a bien vu des dimensions parallèles, comme le monde miroir ou le monde des livres, mais je doute qu'avec les arcs qui arrivent, Oda irait jusqu'à aborder cette dimension qui relie Brook et un membre des 5 doyens. Le souci dans tout ça, que Brook dira que seul le possesseur du Yomi Yomi no Mi peut en revenir, et lui, grâce à son fruit, a les capacités d'utiliser ce monde à sa guise. Il indique par ses dialogues que ce pays est totalement plongé dans le froid, mais si comme l'enfer, il y a une partie très froide et une partie très chaude, alors il pourrait alors maîtriser des flammes, mais ça ferait alors trop redondant avec le personnage de Sanji. Il faut savoir que dans One Piece, Brook n'est pas le seul à avoir des attaques liées au froid des enfers, ou même du royaume des morts, car il y en a un chez les Mugiwara, qui se nomme notamment Roronoa Zoro, et qui fera référence quelquefois face à Lucci, ou le nom d'une de ses attaques, faisant référence à l'enfer glacial bouddhique. Pour la suite, lors de l'arc de Jaya, on obtiendra une drôle de carte de l'île. De loin, on pourrait penser à 2 créatures face à face, mais par la suite, on découvrira qu'en fait, il y a une autre partie de l'île formant un crâne avec une bouche. Ce qui est totalement bizarre dans cette histoire, c'est que lorsqu'on la verra cette carte, on découvrira que c'est une carte tellement ancienne, il y a des choses bizarres dessus. On peut y voir des sortes de géants avec des cornes qui ont des armes lourdes. Alors la question est, pourquoi ne l'a-t-on pas croisé? Dans la carte, on voit bien qu'il y a un poulpe qu'on a pu voir à la fin de l'arc, on a un monstre dans les nuages, qu'on a aussi pu voir, mais pour ces monstres, on n'a jamais rien eu. Mais si on analyse leur chara design,
N'a-t-on pas déjà vu des créatures géantes à cornes dans One Piece? Ça me fait étrangement penser à la race de Kaido, qui sont les Oni, tels des tireurs de continents. Ce serait alors tout sauf un hasard que l'on retrouve un crâne géant à cornes pour Onigashima, et qu'on soit face à un antagoniste qui est un descendant de cette race. Cela expliquerait pourquoi dans les temps anciens, Wano se faisait appeler le Pays Doré, tout comme Skypiea lui-même, grâce à la cité d'or de Chandora. Le mystère serait alors de se demander si cette créature sur la carte a réellement une importance dans l'univers, et si elle en a une, comment les géants antiques se sont retrouvés sur Skypiea, et surtout, pourquoi? Comme dit avant, ce serait assez spécial que Wano et Skypiea aient un lien, car comme on le voit à l'agencement des îles de Wano, il n'y a aucune terre liée entre elles. Et toutes les îles sont liées par des ponts, comme si quelqu'un avait réuni un tas d'îles ensemble, ce qui expliquerait pourquoi il y a un crâne géant de la race des Oni sur Onigashima. Aujourd'hui, s'il y a une chose qu'un fan de One Piece dira, quand on lui demandera les qualités de One Piece, c'est l'univers et la manière dont il est construit. Sa faune et sa flore en font un univers riche qui donne au spectateur l'envie de voyager. Luffy aime tellement les êtres vivants qu'il se lie d'amitié avec nombreux d'entre eux. Mais les fans ont tendance à oublier qu'en vérité, il existe des objets inanimés. On s'en fiche un peu, vous me direz. Mais dans One Piece, Oda a décidé de pouvoir leur donner la parole grâce à la voix de toute chose. Il peut donner une voix à des animaux, mais aussi à des objets tels que les poneglyphes. Mais ce ne sont pas les seuls, car apparemment, un esprit se manifeste quand un bateau vit de belles aventures avec l'équipage. Et donc, à ce jour, les deux seuls moyens de donner une voix à des objets sont ces deux choses, la voix de toute chose et le fameux Claw Batterman. Mais est-ce qu'un jour, Oda va nous révéler l'origine de ces deux choses? Et est-ce qu'au fond, elles sont vraiment liées? La raison pour laquelle c'est dans cette vidéo, c'est que pour moi, comme ce sont des éléments qui font intrinsèquement partie de l'univers, alors il y a juste des chances qu'ils soient là comme ça, et que donc Oda n'a pas forcément besoin de l'expliquer, même si à ce jour, leur origine reste floue. Et on a bien vu à Egghead que même des éléments faisant partie intrinsèquement de l'œuvre comme les fruits du démon ont eu leur origine assez développée par Vegapunk et ses théories. Pour le dernier mystère qui ne sera jamais résolu, vous allez peut-être être surpris car n'importe qui aurait pu y penser. Et c'est le lien entre Luffy et les Rumble Balls. Chopper montrera que ces Rumble Balls servent à manipuler les pouvoirs de son Zoan, jusqu'à pouvoir le pousser à l'extrême. Tellement qu'on pourrait penser que son Monster Point puisse être un éveil. On a aussi vu que ça pouvait aussi faire effet sur les animaux, quand ils sont un peu modifiés, comme on a pu l'observer avec Beppo. Normalement, les Minks ne sont capables de dévoiler leur forme sous longue que sous la pleine lune. Mais grâce au Rumble Ball, il a pu défendre son capitaine face à Barbe Noire. Et au final, comme on l'a découvert dans l'arc Wano, Luffy n'est finalement pas un paramécia corporel, mais un Zoan mythique. Et donc au final, qu'est-ce qui se passerait si Luffy utilise une Rumble Ball? Obtiendrait-il une nouvelle forme? Serait-il plus fort physiquement? Et s'il en prenait 3 d'un coup, est-ce que Nika prendrait le dessus sur l'esprit de Luffy? Tellement de questions qui au final n'auront sûrement jamais de réponse. Merci à tous d'avoir suivi cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à la liker, commenter et partager cette vidéo à vos potes qui veulent en savoir plus sur One Piece. D'ici la prochaine vidéo, portez-vous bien. C'était Scanor, au revoir.